On attend. Nous sommes live. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur formation en génie civil, l'art des ponts de l'école des ponts ParisTech. Je m'appelle Karen Perronin, je suis la responsable des masters spécialisés à l'école des ponts ParisTech et je vous présente aujourd'hui mes deux collaborateurs qui seront bientôt dans le vif du sujet. Je me permets de vous présenter d'abord Daniel de Mattéis, qui est donc ingénieur en chef des travaux publics de l'État. Voilà, Daniel en haut à droite, en tout cas pour moi, et qui est actuellement responsable du module projet d'ouvrage d'art dans le master spécialisé génie civil européen à l'école des ponts. Et je présente également Robert Leroy, qui est professeur de sciences et techniques à l'école d'architecture de Paris-Malaquais et le directeur du master spécialisé génie civil européen à l'école des ponts ParisTech depuis 2017. Je vais laisser la main à Robert et pour la suite des événements. En tous les cas, il y a le chat qui est ouvert et Géraldine, qui est notre responsable marketing, sera disponible pour répondre à toutes vos questions tout au long de ce webinaire qui devrait durer entre 45 et 60 minutes. Voilà, merci beaucoup Robert, la main est à toi. Oui. Merci Karen, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Robert Leroy, je dirige ce master et dans le cadre de ce webinaire que nous avons organisé pour vous, je souhaitais faire un focus sur la question des ouvrages d'art et comment on enseignait la conception des ouvrages d'art à l'école des ponts au sein de ce master. Mais avant tout, je voudrais dire quelques mots de ce master. Parce que vous êtes certainement intéressé par ce qu'on y fait et quels en sont les objectifs. Alors, le master, c'est une formation qui s'adresse à des diplômés Bac+5 qui sortent d'école d'ingénieur, voire des personnes qui ont une pratique de plusieurs années dans un bureau d'études et qui sont de niveau Bac+4, mais qui peuvent mettre en avant leur acquisition au travers de leur pratique professionnelle. Alors, je voudrais revenir un peu en arrière parce que ça défile un peu vite, les transparents. Voilà. Hop. Alors, le master... Voilà, on s'arrête là. Le master, c'est un renforcement des connaissances en génie civil d'une manière générale, mais ça permet aussi l'acquisition des compétences nécessaires au calcul des ouvrages, les compétences aussi sur les matériaux à choisir en fonction du type d'ouvrage, ainsi que le suivi et les réparations des ouvrages existants. Alors, nous rentrerons peut-être un peu plus dans les détails dans un petit moment. Je voulais afficher cette image pour vous expliquer que l'école des ponts a formé des ingénieurs très célèbres qui ont contribué au début du XXe siècle à rendre la ville de Paris aussi performante par la réalisation de nombreux ouvrages. On voit en bas à gauche les égouts, on voit des tunnels du métro en bas à droite, ou en haut à droite aussi, on voit des structures de rues qui sont renforcées par des poutraisons. Et puis, vous avez la très belle passerelle de Billy construite dans les années 1900, qui est une passerelle métallique que l'on étudie d'ailleurs à l'école à l'occasion de la formation. Alors, ça veut dire, bon, l'école s'appuie sur une génération d'ingénieurs de très haute performance et ça continue. On essaye de perpétrer cette tradition d'avoir... de produire, en fait, de former des ingénieurs de très haut niveau. Alors, vous voyez qu'au début du XXe siècle, il y avait de grosses transformations de génie civil à réaliser au sein de Paris. Et bien, figurez-vous qu'au XXIe siècle, on retrouve un schéma un peu symétrique ou équivalent. C'est-à-dire que vous voyez les tracés rouge, orange et vert qui sont des tracés des lignes du Grand Paris. On dit que le métro du Grand Paris, c'est le chantier du XXIe siècle. Et effectivement, il y a des dizaines et des dizaines de kilomètres de tunnels, il y a plusieurs gares, dont certaines très profondes à construire, et effectivement, il y a un besoin d'ingénieurs de génie civil pour spécifiquement cette région parisienne dans les 15 prochaines années.
Alors, quand il y a des gares, et ben, vous voyez là une gare, il faut creuser, il y a des problèmes de géotechnique, il y a des tunnels, il y a des problèmes de tunnels, des problématiques de planchers de grande portée, très épais, des gares qui sont construites alors qu'on va construire des bâtiments par-dessus, donc des problématiques techniques très complexes que nous essayons de traiter à l'occasion des différents enseignements du master. Donc il y a des cours sur la mécanique des sols, des cours de géotechnique avancée, etc. Alors, une autre question qui nous intéresse, c'est l'existant. C'est-à-dire que, en tout cas, dans les pays qui se sont bien développés au niveau de leur infrastructure, comme la France, on fait de moins en moins de ponts neufs, on les fait à l'étranger, bien sûr, et nous, les ingénieurs français interviennent à l'étranger, mais on doit aussi s'intéresser au patrimoine bâti qu'on cherche à préserver, voire à augmenter, c'est-à-dire à agrandir, etc. Là, vous avez le cas de la tour Montparnasse, qui est en plein projet de restructuration et de surélévation, et ça demande des connaissances spécifiques et l'accès à des documentations que vous voyez ici de la tour Montparnasse de 1975, où il faut revoir la précontrainte, il faut revoir à réparer les bétons, à connaître leur résistance, etc. Et donc, ce sont des sujets que j'estime passionnants, que nous voyons aussi à l'occasion d'un cours spécifique du master, c'est-à-dire comment entretenir, réparer, maintenir des ouvrages existants. Ensuite, alors il y a toujours un petit retard au passage des écrans supplémentaires, j'ai cliqué, mais voilà. Eh bien, il y a la question des matériaux dans leur structure, ou l'utilisation des matériaux pour les structures. Donc, la France est, je reviens en arrière, la France a été un très grand initiateur de l'apparition des bétons de haute performance, qui s'est traduit par la construction de l'Arche de la Défense, que vous voyez en haut à gauche. Premier ouvrage ou second ouvrage en France à être réalisé en classe de béton de haute performance. Mais la France aussi a été un promoteur des bétons dits à ultra haute performance, dont nous avons un exemple en haut à droite, qui est le MUSEM, le Musée des cultures européennes et méditerranéennes à Marseille, avec des portiques et une résille en béton ultra performant de classe C150. Donc on a été moteur dans le domaine des matériaux cimentaires, on l'est toujours, mais en même temps apparaît dans les soucis, à cause de problématiques environnementales, un intérêt augmenté pour l'usage de matériaux qu'on va dire biosourcés et géosourcés, c'est-à-dire des matériaux qui présentent des impacts environnementaux un peu moins grands que les matériaux industriels plus traditionnels. Donc vous voyez à gauche le grand palais éphémère qui est construit à côté de la Tour Eiffel, qui va servir aux Jeux Olympiques 2024, qui est une structure en bois, qui est le matériau biosourcé par excellence. Et puis vous avez une brique de terre crue imprimée, que j'ai imprimée d'ailleurs à l'école d'architecture Paris-Malaquais, qui est réalisée dans le cadre d'un doctorat sur la question de l'utilisation de la terre crue pour la construction de bâtiments. Donc, c'est des sujets qui nous intéressent aussi dans le cadre du master parce que il faut que, à mon avis, il est souhaitable que les ingénieurs s'ouvrent aux différents matériaux qui sont nécessaires maintenant à utiliser. Et donc, il faut en connaître les propriétés, la manière dont on les met en œuvre dans les ouvrages. Et pour terminer ma présentation qui est assez courte, je termine par l'analyse du cycle de vie qui est un enseignement relativement nouveau dans les écoles d'ingénieurs, mais à l'école des ponts, nous avons été une des premières, je pense, écoles d'ingénieurs à aborder cette question de questionner le matériau et les ouvrages à l'aune d'impacts environnementaux. Et donc, il y a un cours, d'ailleurs, qui est obligatoire d'analyse de cycle de vie dans le master, qui a pour objectif de faire le lien entre ces impacts environnementaux tels qu'ils sont calculés par des principes de calcul d'analyse de cycle de vie et les ouvrages que l'on construit. Donc l'ingénieur, au travers de cette formation à l'ACV, est mis en situation de questionner son ouvrage sur les impacts environnementaux et de chercher à en modifier par le choix judicieux de techniques constructives ou de matériaux, de chercher à en diminuer les impacts. Voilà. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, je n'ai pas de transparent pour cela, mais au sein de ce master,
il y a quand même une partie très importante. Enfin, c'est un cours qui compte double en fait dans le master. Il compte 6 ECTS alors que tous les autres cours comptent 3 ECTS. C'est le cours dit de projet d'ouvrage d'art. Et aujourd'hui, j'ai souhaité que l'on s'apesantisse un petit peu sur le détail de ce cours parce que il n'y a plus beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui s'apesantissent sur la question détaillée de la conception des ouvrages d'art. Donc nous, on le fait à l'école parce on s'appelle aussi école des ponts. Et puis, il y a un goût particulier des étudiants pour ce projet d'ouvrage d'art parce qu'on parle de béton précontraint, parce qu'on parle de grande portée, parce qu'on fait de la vraie conception sur des très grandes brèches à franchir, etc. etc. Et donc maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel de Mathéis, que je connais depuis longtemps maintenant parce qu'on s'est fréquenté avant de s'être fréquenté à l'école des ponts, dans une vie antérieure sur les ouvrages d'art en général. Moi, sur la question de la durabilité et Daniel sur les questions de conception. Donc, je voudrais donner la parole à Daniel pour qu'il rentre dans le détail de présentation de ce cours projet du master. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup. Je vais passer au deuxième. Voilà, Daniel. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Robert et merci Karen. Donc je suis effectivement Daniel de Mathéis, je suis responsable avec Eric Cacalatozzo qui travaille à Sistra du module de projet dans lequel j'interviens depuis déjà assez longtemps. Si tu peux avancer d'une diapo Karen, parce que moi j'ai pas mes petites flèches. Merci beaucoup. Donc ce module projet ou projet de pont comme l'a appelé Robert, c'est un cours qui est réservé aux étudiants du Master GCE de l'École des Ponts. Ce module vient compléter un cours un peu plus général qui est dispensé à d'autres formations, dont le responsable est Michel Virlejeu, qui est un grand ingénieur ouvrage d'art qui a été un de mes patrons quand j'étais plus jeune et qui, je dirais, porte également sur la conception générale des ouvrages. Donc, comme vous êtes déjà en dernière année, on suppose le module projet n'intervient pas sur ce qu'on voit ici, c'est-à-dire sur les ouvrages courants comme les ponts cadres ou les ponts à poutrelles Prades. C'est quelque chose qui est supposé connu. Nous, dans le cadre du module projet, on souhaite enrichir vos connaissances sur la diapo d'après, Karen, sur les grands ouvrages d'art. Alors, les grands ouvrages d'art, vous en voyez ici en béton précontraint. Ce sont ce qu'on appelle des caissons, c'est-à-dire des boîtes à l'intérieur desquelles on peut rentrer. Donc, ce sont des caissons en béton précontraint construits par des méthodes assez sophistiquées. On voit en haut le pont de Strasbourg construit par encorbellement successif et en bas à gauche un pont poussé également à Strasbourg. Donc ça, c'est les premiers ouvrages sur lesquels on souhaite développer vos compétences. Merci Karen. Et évidemment, alors en France, nous sommes un pays où nous construisons énormément d'ouvrages mixtes acier-béton, c'est-à-dire des ouvrages dont les tabliers sont constitués d'une charpente métallique sur lesquels est bétonnée une dalle de 25 à 30 cm d'épaisseur. Donc on va également beaucoup parler de ces ouvrages d'art dans le cadre du module projet. Vous voyez ici de beaux ouvrages, soit avec des grandes poutres, des poutres, soit des caissons, comme on le voit en bas à droite. Donc voilà, donc tout ça pour dire que dans notre module, nous augmentons, notre effort porte essentiellement sur les grands ponts en béton précontraint et sur les ponts mixtes acier-béton. Si tu peux avancer, Karen. Voilà, alors ce module projet, comme l'a dit Robert, c'est un module assez important qui mobilise un certain nombre d'enseignants, je dirais une bonne dizaine d'enseignants, et qui mobilise une douzaine de journées, je crois, Robert, c'est ça, une douzaine de journées? 12 ou 13, oui. Voilà. Donc, ce module, il comporte deux choses. Un grand projet par équipe, soit en binôme, soit en trinôme. Un projet qui est structuré par ce qu'on appelle 8 avancements de projet. Ah. On a perdu mon PowerPoint.
C'est avant, Karen, avant. Moi, c'est parce que ça a changé, excusez-nous, Oui, hein, voilà. non, il n'y a pas Voilà, de souci. Voilà, on a retrouvé la bonne diapo. Donc, voilà. le projet qui, encore une fois, est fait en équipe, c'est-à-dire en binôme ou en trinôme, il est structuré par 8 avancements de projet où les enseignants corrigent toutes les anomalies qu'ils trouveront dans votre travail. Et donc, ce projet, il est calé sur la manière dont on élabore en général un ouvrage d'art. Donc, il comporte 2 parties, ce qu'on appelle une étude préliminaire d'ouvrage d'art ou un EPOA, bon, peu importe. Dans cette première partie, on étudie au moins 3 solutions pour franchir une vallée moyennant des documents qui sont de vrais documents. Et encore cette année, il y a des projets sur lesquels moi-même j'ai travaillé ou Erika a travaillé. Ce sont de vrais projets pour avoir un niveau de complexité équivalent à celui que que vous aurez en bureau d'études. Donc, dans la première étude préliminaire, donc dans cette première phase, dans le POA, on va vous demander de dessiner des solutions qui tiennent la route sans faire de mauvais jeu de mots, des solutions solides, constructibles. On va vous demander de les estimer et surtout de faire des dessins suffisamment propres et précis pour qu'on puisse porter un jugement esthétique, puisque en France, on accorde une très grande importance à l'esthétique des ouvrages, dans la mesure où ce sont des constructions qui vont rester 150 à 200 ans dans le paysage. Une fois que cette étude préliminaire est terminée, donc ça fait l'objet de 4 avancements de projet. Vous allez ensuite travailler exclusivement sur l'une des 3 solutions, celle qui comporte un caisson en béton précontraint construit par encorbellement successif. Et cette solution, on va l'étudier de manière très détaillée en faisant des calculs pour dimensionner la précontrainte, le ferraillage transversal, les appareils d'appui et les fondations. Voilà. Alors, en parallèle de ce projet, où c'est vraiment vous qui travaillez, il y a de nombreux cours magistraux qui viennent compléter soit ce qui a été dit dans le cours de Michel Virlejeu, dont Michel Virlejeu est le responsable, soit ce sont des compléments d'informations sur des notions que l'on veut creuser avec vous. Voilà. Diapositive suivante. Merci beaucoup. Donc, je récapitule un tout petit peu le projet, première partie, étude préliminaire d'ouvrage d'art. Donc, analyser, lister les contraintes, concevoir 3 solutions. Donc, on dessine des coupes longitudinales, on dessine les coupes du tablier, un principe de pile, on donne la méthode de construction qu'on a choisie. Alors, je me permets d'insister sur la méthode de construction car en fonction de la méthode, les tabliers sont plus ou moins épais. Les tabliers les plus épais sont en général, par exemple, des ponts poussés. Les tabliers les plus minces, par exemple, des ponts coulés sur cintre. Ensuite, on va faire une estimation de chaque solution. Ce ne sera pas très détaillé, mais notre objectif est de comparer le prix des 3 solutions. Et ensuite, on va faire une analyse multicritère pour voir quelle est la solution que nous allons recommander au maître d'ouvrage. Alors, comme je l'ai dit, l'une de ces 3 solutions est forcément un pont à caisson en béton préconstraint construit par encorbellement successif. Voilà. Alors, en fonction des brèches, il y a une plus ou moins grande latitude. Dans certains cas, on demande aux étudiants, on leur laisse la possibilité de faire une solution à câble, une solution assez spectaculaire pour l'une des 3 solutions. En ce qui concerne la partie projet, eh bien là, il n'y a plus de balayage de solutions, hein. On a une solution, c'est-à-dire une implantation de piles de culées. On a choisi un tablier et là, on fait beaucoup plus de calculs de flexion longitudinale pour trouver des câblages, de la flexion transversale pour voir quel est le ferraillage du caisson, est-ce qu'il faut mettre de la précontrainte transversale. Ensuite, il y a l'étude des appareils d'appui, l'étude de la stabilité des fléaux, puisque la méthode retenue est la construction par encorbellement, qui nécessite de stabiliser les fléaux pour éviter qu'ils tombent à la suite d'un événement accidentel. On étudie les fondations.
On étudie la cinématique de construction et on va faire à nouveau une estimation de cette solution. Diapo suivante, Karen, merci. Alors, en ce qui concerne les cours magistraux, alors, je vais être un tout petit peu plus précis que ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a deux grandes familles de cours magistraux, des cours où vous découvrez des éléments nouveaux que vous n'avez pas vus par ailleurs. Et puis, il y a des cours que j'appellerais, ou des diapositives de présentation, que j'appelle le cours de la deuxième chance. Donc, si vous n'avez pas tout saisi dans les cours en amphi, vous avez la possibilité, en petite classe, de revenir sur des notions où peut-être on est passé trop vite, ou voilà, vous avez été perturbé à un moment donné, vous avez raté une des diapos du cours principal. Donc, ces cours magistraux et qui sont encore une fois tous délivrés par des ingénieurs de haut niveau, il y a tous les aspects généraux de la conception, la prise en compte des contraintes, toutes les actions à prendre en compte dans les calculs, les effets du vent. Donc, le cours va être fait par un de mes anciens collègues qui vient de passer une thèse. Il y a bien sûr la flexion transversale des caissons et des ouvrages à poutres. Il y a quelque chose qui est très important dans notre master, c'est comment nous prenons en compte tous les changements d'état statique qui sont liés à la progression du chantier. Voilà. Au fur et à mesure que le chantier progresse, le pont change dans sa description. Il peut d'abord être discontinu et devenir continu. Comment ça se traduit dans les faits, dans les efforts? C'est ce qu'on appelle aussi la méthode de superposition des états. Tous les problèmes de conception des entretoises sur appui, le choix des appareils d'appui, l'équilibre en construction. Ensuite, pour les ponts mixtes, alors les ponts mixtes, on les étudie essentiellement au stade de l'étude préliminaire, mais on va revenir dessus parce que quand vous serez en bureau d'études, une très grande partie des ouvrages neufs que vous ferez seront des ponts mixtes, puisque le coût de ces solutions a beaucoup baissé avec la baisse du coût de l'acier, et donc aujourd'hui représente une grande part des ouvrages d'art que nous construisons. Ensuite, il y a des cours sur les piles et les culées, de la géotechnique appliquée aux ouvrages d'art, et je dirais la plupart de ces cours étant dispensés par des gens de la route. Voilà, il y a cette année, comme les autres années, deux cours qui vous parlent spécifiquement des ponts ferroviaires et notamment de l'impact de la dynamique des lignes à grande vitesse sur les ponts ferroviaires. Voilà. Donc, il y a un ingénieur de SNCF Réseau, un chef de division, Guillaume Garnier, qui viendra vous parler de ça, mais Erika Calatozzo, qui est co-responsable du module projet avec moi, vous parlera également de toutes ces notions de dynamique qui conduisent au prédimensionnement des ouvrages, qui ont un impact sur le prédimensionnement des ouvrages. Donc, je crois que c'est notre dernière diapositive. Donc, c'est intéressant de voir la diversité des professeurs et de leurs origines. Donc, vous voyez, il y a des bureaux d'études, il y a plusieurs bureaux d'études, ce qui est quand même toujours intéressant pour trouver des stages après. Donc, moi, je suis le premier de la liste, Daniel Dematis. Moi, j'ai fait donc toute ma carrière au CETRA, au CEREMA, mais aussi à d'autres postes du ministère de la Transition écologique. Erika, elle, pour l'instant, a fait toute sa carrière chez Sistra. Elle est chef d'un pôle ouvrages d'art spéciaux au sein du département Viaduc Pont Passerelle. Daniel Forestier, qui est l'un des gérants du bureau d'études SECOA, qui est dans la nébuleuse Artelia. Ensuite, deux collègues du CEREMA, Samuel Humès pour les fondations et Antoine Théodore pour le vent. Ambra Chiocchiarello, qui est du bureau d'études Aegis, qui a commencé à avoir pas mal de bouteilles également. Philippe Vion, avec qui nous étions au CETRA initialement, qui a terminé sa carrière à Vinci. Et Guillaume Garnier, qui est donc un chef de division à SNCF Réseau, qui lui apporte son concours sur les spécificités des ouvrages ferroviaires. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Daniel.
Donc, Moi, oui, vas-y, vas-y. Est-ce qu'on peut poser quelques questions? Robert, tu veux ajouter quelque chose, hein, ou, je peux ajouter quelque chose, oui. Alors, il faut bien insister sur le fait qu'il y a un cours général de conception des ponts dont Daniel a parlé, qui est piloté par Michel Vierlejeu, et que ce cours Proja vient après et que les étudiants suivent les deux. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où ils rentrent dans Proja, ils ont déjà une culture générale de la conception des ponts, mais qu'à l'intérieur de Proja, ils vont entrer vraiment dans les détails et que ça doit leur permettre d'être quasi autonome en bureau d'études pour leur premier poste. Enfin, quasi autonome, on n'est jamais autonome quand on est jeune ingénieur, mais en tout cas, d'être avec une bonne efficacité lorsque les ingénieurs ont abordé la question d'un ouvrage d'art dans leur vie professionnelle immédiate. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Alors moi, j'ai des questions, mais qui sont questions de novice, hein, puisque je ne suis pas ingénieur et je n'ai pas suivi ces deux cours-là. Je voulais, si vous m'avez demandé, est-ce qu'aujourd'hui encore, on construit beaucoup de ponts? Et si oui, finalement, les ponts qui sont le plus demandés ou plus appropriés à l'heure actuelle? Je vais laisser Daniel répondre, il a plus de statistiques. Alors aujourd'hui, il se construit encore énormément de ce qu'on appelle les ouvrages d'art courant, hein, les petits ponts cadres, les petits ponts à poutres, etc. etc. S'agissant des grands ouvrages d'art, lorsque j'ai commencé ma carrière, et plutôt même lorsque j'étais en 3e année de l'école des TPE, il y avait encore beaucoup d'ouvrages en béton précontraint de type caisson qui se construisaient. Aujourd'hui, eu égard à l'évolution des prix des matériaux, il y a beaucoup d'ouvrages d'art courants comme ceux qu'on voit sur la photo, excusez-moi, beaucoup d'ouvrages d'art non courants sans être exceptionnels pour autant sont des ouvrages à base de charpente métallique. Voilà. Mais je dirais, il y a encore beaucoup d'ouvrages à construire. Guillaume Garnier n'est pas là, mais pourrait dire que par exemple sur le réseau de la SNCF, il retire régulièrement de vieux tabliers de pont pour les remplacer par des tabliers neufs. Voilà. Donc, il ne construit pas une infrastructure nouvelle, mais il change l'intégralité des tabliers, voire même les culées, pour moderniser sa voie et pouvoir passer un peu plus vite sur certains ouvrages. Et je dirais également que aussi bien Aegis que Sistra que Artelia travaillent à l'international. Et à l'international, il y a énormément de besoins puisqu'il se construit des lignes TGV en Turquie, il se construit plein de choses. Enfin, c'est vrai que ces derniers jours, on parlait beaucoup de la Turquie, mais il y a énormément de besoins en infrastructure dans des pays comme l'Inde ou en Afrique, par exemple. Voilà. Donc, je dirais, je conclurai juste comme ça. Il y a encore un certain nombre de ponts à construire, et notamment notre ingénierie maintenant travaille beaucoup à l'international, où il y a quand même beaucoup d'activités. D'accord. Merci Daniel. Et du coup, sur la France, sur les ponts actuels, on est plus dans la rénovation ou même l'évolution des ponts. Alors, je dirais un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, tu as raison Karen, beaucoup d'ouvrages qui nécessitent un recalcul préalable à des réparations parfois lourdes, hein, où on découpe des morceaux de pile pour les remplacer par des nouveaux morceaux avec du béton tout neuf, etc. Mais je vais te donner un exemple. L'une des dernières opérations dont je me suis occupé, c'était en Guyane où on devait construire un viaduc de 1,3 km totalement neuf parce que le pont actuel était déjà ancien. Donc, on essayait de construire un deuxième ouvrage complètement neuf. Et puis, si le premier rendait l'âme, eh bien, au moins, on avait un deuxième ouvrage à côté. Voilà. Mais il y a quand même une activité importante pour le milieu de l'ingénierie, du génie civil, etc. Et alors, j'ajouterais également que
les ponts sont quand même des structures très compliquées de par les méthodes de construction, la cinématique de construction, les changements de, comment on pourrait appeler ça, d'état statique. Et donc, dans ce qu'on apprend dans le cours de pont, c'est très utile pour bien d'autres structures. D'accord. Et donc, quelle autre structure? Tu prends par exemple des gares. Les gares sont construites avec des profilés provisoires, mais si tu veux, lorsque tu retires ces profilés, je vais avoir du mal à expliquer ça, mais disons que par exemple dans un puits ou dans une gare souterraine, il y a des cinématiques de construction complexes que l'on appréhende sans difficulté quand on a assimilé le cours sur les ouvrages d'art. Ce sont des ouvrages qui ont une autre fonction, mais la méthode de calcul, je dirais, est la même. Voilà. On va faire des calculs sur plusieurs structures et ensuite on va cumuler les efforts correspondant à chaque état de la construction. Très bien. Merci beaucoup, Daniel. Alors, pour prolonger les propos de Daniel, effectivement, il y a un parc d'ouvrages en France très important qu'il faut entretenir. Et l'effondrement du pont Morandi à Gênes a amené à une grosse, à réactiver à s'interroger en France sur l'état de santé de tous les ouvrages de notre réseau. Donc en fait, on s'aperçoit que les grands ponts sont très régulièrement auscultés et ne présentent pas de problème. Et que c'est plus les ponts qui sont gérés par les petites collectivités, collectivités qui n'ont pas toujours les moyens de réaliser des inspections, et c'est là qu'il faut porter l'attention sur des inspections. Donc, ces questions-là sont traitées dans un cours spécifique qui est en relation avec Proja, hein, c'est un cours de maintenance et de réparation des ouvrages, et dans ce cours interviennent des ingénieurs spécialisés dans les ponts, mais qui ont eu dans leur on va dire, journée professionnelle, dans leur dossier, des problèmes de maintenance, de réparation, de renforcement, etc. Et donc, c'est assez monnaie courante qu'on ait aussi un travail à faire sur le renforcement des ouvrages, l'utilisation de composites pour renforcer tel ou tel tablier, etc. etc. Voilà. Alors, de toute façon, j'ajouterais également quelque chose à l'ajout de Robert. Ah ben, on n'en finit plus. C'est que lorsqu'on doit réparer un pont, il faut savoir comment on l'a construit, comment était son câblage, si c'est un pont en béton précontraint. Donc, dans beaucoup d'écoles, et en particulier dans notre master, on continue à enseigner des choses, même si elles ne sont plus beaucoup construites, parce qu'il faut que les ingénieurs sachent comment nos prédécesseurs ont construit ce type d'ouvrage. Voilà. Alors, il y a un exemple spécifique qui porte sur les poutres précontraintes de la tour Montparnasse. La tour Montparnasse repose sur 4 poutres précontraintes qui font 15 mètres de long et 5 mètres de haut, et vous avez vu un schéma tout à l'heure dans ma présentation, avec des câbles de précontrainte paraboliques en très grand nombre. Et on a eu recours à Bruno Godard, qui est notre éminent spécialiste des ouvrages anciens, qui nous a dit, mais cette précontrainte-là, si elle a été faite en telle année avec telle technique, elle ne présente aucun problème. Donc, on a besoin des anciens pour répondre à des questions comme ça qui relèvent de culture de construction ancienne. Donc, nous, on essaye de perpétuer cet art des structures anciennes, évidemment. Alors, je vois qu'il y a des questions. Il y avait une première question de Harry Mandela. Voilà. Il demandait s'il y avait donc beaucoup de calculs. Alors, oui, alors c'est un master très calculatoire. D'ailleurs, il y a 2 phases spécifiques dans le recrutement. D'abord, un examen du dossier avec l'analyse des diplômes, etc. Et puis ensuite, un entretien. Et à l'occasion de cet entretien, il y a un petit problème
à réaliser 30 minutes avant, histoire de voir si vous maîtrisez les bases de la RDM, etc. Mais en fait, il est arrivé que des ingénieurs qui étaient habitués à travailler avec des outils numériques, après 20 ans de travail en bureau d'études, avaient perdu le calcul à la main. Et on était gênés pour leur dire, ben voilà, vous êtes en peine dans les calculs à la main, mais il faut quand même savoir les faire pour venir faire le master, quoi. Et donc, effectivement, c'est un master qui est plutôt calculatoire. Hein. Alors, il y a, pour ceux qui... On essaye de remettre tout le monde au même niveau à l'occasion de 3 semaines d'intégration qui traitent, qui refont un peu en 3 semaines le programme d'ingénieur, en fait, hein, et notamment en résistance des matériaux. On a 5 ou 6 séances de 3 heures où on refait la résistance des matériaux, ISO, hyper, calcul de portique, etc., poutre continue, histoire de remettre tout le monde au même niveau. Mais bien évidemment, nous estimons qu'un bon ingénieur doit toujours savoir faire un calcul à la main. Hein. N'oublions pas que pour Apollo 13, il faisait des calculs à la règle à calcul pour voir si la trajectoire était bonne. Donc, nous, pour nos ponts qui sont statiques, on doit savoir le faire aussi à la règle à calcul ou à la calculatrice. Voilà. Bon, bien évidemment, on recourt aux outils numériques et aux logiciels aussi. Hein. Mais on ne souhaite... Enfin, l'apprentissage d'un logiciel, c'est un sujet délicat d'un point de vue pédagogique parce que ça présente le risque que l'étudiant s'appuie complètement sur les résultats en se disant ben, c'est le logiciel qui a calculé et donc le résultat ne peut être que bon. Et il arrive régulièrement qu'un petit calcul à la main d'un ordre de grandeur suffise à savoir si le logiciel ou si les hypothèses intégrées pour le calcul sont bonnes ou pas, parce que le logiciel peut fournir des résultats d'un rapport 100 à 1000 par rapport à la réalité, par rapport au juste calcul. Donc les ordres de grandeur sont nécessaires à maîtriser lorsqu'on est ingénieur. C'est ce qu'on essaye d'inculquer tout au long de la formation, en fait. Voilà. Alors, nous avons une autre question. Oui. Oui. Donc, j'ai un diplôme d'ingénieur spécialisé en route et ouvrages d'art, puis ensuite un MBA en gestion de projet. Donc, est-ce qu'il y a possibilité ou est-ce qu'il serait potentiel pour intégrer spécialisé génie civil européen? Alors, je ne peux pas répondre oui, ça dépend de la culture d'ingénierie qui reste après le MBA. Ça n'est pas incompatible, mais il faut juste qu'on le vérifie à l'occasion de cet entretien qui portera sur quelques petits calculs de RDM, de mécanique des sols, etc. Quand même, c'est une formation spécialisée, donc on s'appuie sur une formation Bac+5 déjà acquise. Donc, il faut qu'on vérifie quand même que cette formation est acquise. Donc, je ne peux pas répondre à cette personne, Abdul Aziz. Il faut qu'il se présente et qu'on examine son dossier. Alors, est-ce que l'école nous aide dans l'obtention du stage? Alors, ça, c'est une autre question. Alors, ça ne s'appelle pas stage, mais thèse professionnelle. C'est une période d'insertion professionnelle qui dure 6 mois, enfin 4 à 6 mois, qui se déroule après les 2 semestres pleins d'enseignement. Et cette thèse professionnelle, effectivement, est effectuée au sein d'une structure privée. Alors, nous ne plaçons pas les étudiants en disant un tel tu vas aller là, un tel tu vas aller là. C'est un libre choix qui est donné aux étudiants de chercher les structures dans lesquelles ils souhaitent travailler, et c'est un libre choix pour les agences privées, les cabinets d'ingénierie, de choisir les étudiants qu'ils veulent. Donc, nous intervenons le moins possible. Nous intervenons qu'en cas de difficulté. C'est-à-dire que si arrivé à 15 jours du début de la thèse professionnelle, il existe des étudiants qui sont encore en recherche, nous mobilisons nos relations pour placer les étudiants. Hein. Mais il est quand même préférable que ce soit l'étudiant qui prenne les devants et qu'il aille
au-devant des entreprises et qu'ils cherchent une thèse dans le domaine qu'ils souhaitent approfondir. Puisque comme vous êtes formé autant dans le domaine des sols, des tunnels, des ouvrages d'art, des bâtiments, votre carrière ne va sans doute pas embrasser tous ces domaines. Et donc, c'est l'occasion de la thèse professionnelle pour approfondir une stratégie personnelle. Et si vous voulez des ouvrages d'art, ne vous intéressez qu'aux sociétés qui vous présentent des thèses professionnelles dans le domaine des ouvrages d'art. Et pareil pour les autres domaines. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. C'était clair Oui. Pour nous, c'est clair. Est-ce que pour j'ai mis le lien également de toute manière du site pour avoir plus d'informations. Il y a une difficulté il y a 2 ans, à un moment du confinement, c'est que tout était confiné, y compris les entreprises, et c'était très difficile de trouver des thèses professionnelles aux étudiants. Donc on était, comme on dit, un peu dans la panade, et la Fondation des Ponts s'est mobilisée, et toute l'école s'est mobilisée, Karen s'est mobilisée, tout le monde a fait jouer ses relations. Les entreprises qui interviennent traditionnellement à l'école, comme Aegis, etc., Aegis et CETEC, par exemple, se sont mobilisés pour accepter des étudiants pour qu'ils puissent valider leur thèse professionnelle. Donc ça a marché grâce aux relations de l'école et aux relations personnelles de chaque intervenant. Mais je ne considère pas que ce soit une habitude à prendre. C'était une situation exceptionnelle à laquelle on a donné une réponse exceptionnelle. Le mieux, c'est quand même quand l'étudiant vient me voir: Monsieur Leroy, j'ai trouvé une thèse professionnelle sur tel sujet, est-ce qu'il convient? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis payé assez? Est-ce que ci, est-ce que ça? Et là, je rentre en interaction éventuelle avec l'entreprise. Alors, par ailleurs, vous avez des journées de formation sur comment faire un CV, comment, Karen, c'est comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation, etc., pour savoir vous mettre en avant dans vos compétences au moment de la recherche d'emploi. Donc, on vous aide indirectement, finalement. Tout à fait. C'est vraiment de toute manière que vous soyez tous en stage pour finaliser votre thèse professionnelle qui est partie intégrante du diplôme. Peut-être un petit mot, parce que c'est vrai que ce master est un master très important pour l'école et très spécifique au niveau génie civil. Au niveau de l'insertion, parce qu'on sait que tout le monde, c'est un master à temps plein qui donne lieu à 4 à 6 mois de stage après les 12 mois, après 10 mois de formation. Et on a 95% de taux d'insertion donc à la diplomation, avec 100% de contrats en CDI. C'est assez intéressant parce qu'on a quand même moyenne par rapport au nombre de femmes dans le master spécialisé, puisqu'à l'école, en général, à l'école des ponts est quand même une des écoles d'ingénieurs avec plus de femmes ingénieurs, avec, je crois, presque 27. Et sur ce master-là, on est à 38% de femmes. Donc, on est très également, on ouvert à avoir plus de candidates. Voilà. Et quand on doit construire des ponts ou concevoir des ponts, c'est-à-dire est-ce que, c'est donc pour une question encore pour Daniel, de mon côté, est-ce que l'objectif est de travailler vraiment en bureau d'études ou est-ce qu'on va également aller vers de la construction elle-même? Eh bien, Karen, en fait, dans chaque promotion, il y a des gens. C'est vrai que le master donne un niveau de compétences très élevé sur la conception, le calcul, mais dans les faits, nous avons toujours des élèves qui se dirigent vers soit le bureau des méthodes, qui est le bureau qui définit les méthodes de construction, ce qu'on appelle les ouvrages provisoires, soit vers la direction de travaux. Voilà, c'est-à-dire des gens qui sont sur le chantier, qui donnent les grandes orientations du chantier. Donc, notre master a beau être très conception et calcul, en fin d'année, on a toujours des gens qui font leur thèse sur des chantiers comme directeur de travaux
directeur de travaux adjoint, conducteur de travaux, etc., etc. Il y a des gens qui finalement préfèrent se diriger vers le travail de chantier dans le sens le plus noble du terme. Alors, je dirais que ça n'est pas du tout incompatible, mais je dis souvent aux étudiants, il est plus facile de commencer par connaître le bureau d'études avant d'aller sur le chantier que l'inverse. C'est-à-dire quelqu'un qui vient du chantier, qui a fait 10 ans de chantier, qui veut revenir en bureau d'études, c'est sans doute plus difficile dans ce sens-là. Et donc la formation offrant plutôt des compétences dans le calcul, pour les étudiants qui souhaitent le chantier, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que connaître les calculs, c'est aussi être... c'est des éléments de compétence pour le chantier. Ça, c'est indéniable. Je vois qu'il y a d'autres questions. Ouais, Oui, pardon. je me permets juste d'ajouter encore un tout petit message. Dans mes enseignements, je fais toujours, non pas la promotion, mais j'explique à nos étudiants qu'il y a des métiers qui sont très très peu connus et qui consistent à travailler au bureau des méthodes de l'entreprise. Donc je redis, les bureaux des méthodes dans les entreprises comme Vinci, Bouygues, ce sont les gens qui définissent les structures provisoires qui n'auront plus d'usage à la fin du chantier. Mais par exemple, j'ai en tête un élève qui m'a appelé il y a quelques mois là, de Birmingham, et c'était un de nos élèves du master d'il y a 5-6 ans qui était rentré au bureau des méthodes de Vinci. Et alors, c'était un très bon élève, mais aujourd'hui, il ne calcule pas les ouvrages. Son métier consiste à figer les méthodes de construction sur des projets très compliqués, puisqu'il construisait un viaduc de TGV au-dessus de la rocade de Birmingham, au milieu des routes, des trains, et du coup, il cherchait les méthodes les plus adaptées, mais ce sont des choses qui nécessitent une très grande connaissance des ouvrages d'art. Voilà. Lui, il avait fait toute sa carrière, pour l'instant, dans les méthodes, près de Vinci. Il ne faisait pas de calcul, mais il définissait des stratégies qui étaient au moins aussi importantes que les calculs eux-mêmes. Voilà. Oui, bah, il suffit de regarder comment a été construit le pont de Millau sans les pylônes provisoires, etc. Et tout ce travail de méthode de construction. Millau n'était pas construit. Hein. Il fallait bien un travail très, très important sur la méthode. Alors, je me permets juste de préciser que ces emplois ne sont pas très nombreux car ils n'existent que dans les entreprises de construction. D'accord. Deux questions. Oui, si tu veux, je les ai lues. Alors, sur Harry qui pose jusqu'où va le calcul de structure mécanique. Alors, bon, on ne forme pas des théoriciens, c'est-à-dire que dans le calcul, on ne va pas faire des calculs de fluage avancé. Je pense que dans le cours projet, vous ne faites pas de calcul de fluage avancé avec la méthode du temps équivalent ou la viscoélasticité linéaire, etc. Donc ça, ce sont des calculs de mécanique avancée qu'on ne fait pas. Alors, c'est peut-être qu'on s'aperçoit que le public du GCE pour les calculs très pointus manifeste ou un désintérêt relatif ou une difficulté particulière, hein, parce que par exemple pour le cours de dynamique des structures, les étudiants avaient du mal à valider ce cours. Alors on aborde la dynamique des structures, mais à l'occasion de ces fameuses 3 semaines de remise à niveau. Donc, jusqu'où va le calcul des structures, Harry, je ne sais pas trop répondre à ça. La RDM, on en fait les 3 semaines et après, on considère que c'est acquis. Donc, voilà, hein, on s'appuie essentiellement sur la connaissance de la RDM acquise dans vos écoles d'ingénieurs respectives. Alors maintenant, quand j'interroge, alors notre séminaire est organisé de telle sorte qu'il y a un comité d'orientation. Donc, le dernier comité d'orientation que j'ai réuni, auquel d'ailleurs Daniel et Karen participent, j'ai posé la question sur les fondamentaux à connaître quand on recrutait les gens. Et la plupart des spécialistes autour de la table ont dit la RDM. Donc, j'ai tendance à penser qui connaît la RDM peut s'atteler à toutes les questions d'ingénierie théorique. Voilà. Oui, Robert, est-ce que je peux contribuer à la réponse à la question d'Harry Mandela? Oui, bien sûr. Sans être trop long. De mémoire, dans le cours de béton armé, il y a un cours de calcul au second ordre, ça peut donner un élément de réponse. Et je dirais qu'en ce qui concerne le module dont je suis le co-responsable, je reviendrai sur une notion, c'est l'angoisse de la copie blanche. Voilà.
C'est-à-dire que dans le cursus d'un ingénieur, il sait faire des tas de calculs. Le vrai problème, c'est quand on lui dit dessine-moi un pont qui va de là à là, c'est l'angoisse de la copie blanche, il faut qu'il trace, qu'il conçoive, etc. Et le module de projet répond à cette attente. Voilà. De manière générale, les élèves savent calculer, mais ne savent pas concevoir, ils ne savent pas faire la première itération qui leur permet d'avoir une structure à calculer. Donc, c'est là-dessus qu'est centré le projet. C'est une remarque extrêmement importante parce que par rapport à d'autres formations, nous revendiquons l'idée que l'étudiant doit aborder la partie conception, qui est la moins étudiée dans la formation des écoles d'ingénieurs courantes. C'est effectivement la page blanche et dessiner une structure, c'est-à-dire prendre des grandes options. C'est pas facile quand on l'a pas fait, et donc dans le projet, on le fait. Et il y a aussi un cours spécifique de conception des structures qui contient une partie pratique où il y a une structure à concevoir, moyennant un cahier des charges qui est les appuis seront distants d'une certaine longueur, etc. Dessiner quelque chose qui tient. Donc, choisissez le type de structure, structure treillis, structure en coque, structure à poutres croisées, etc., etc. Aux étudiants de prendre parti et de lancer les premiers schémas. Et ça correspond aussi à un métier qui est passionnant. C'est-à-dire que l'ingénieur qui conçoit, il est en prise avec d'autres acteurs extrêmement intéressants comme les architectes. N'en déplaise à certains ingénieurs, il y a des architectes très bons qui conçoivent des très grandes structures et qui savent s'appuyer sur de la bonne ingénierie. Hein. Je vous ai montré la structure du MUSEM qui a été faite par Rudy Ricciotti. Si vous allez sur le site de Rudy Ricciotti, le site internet, vous verrez qu'il a conçu des structures audacieuses, des passerelles, etc., mais toujours en s'appuyant sur des ingénieurs qui avaient cette compétence de conception et qui fait que le trait, le dessin a été fait à deux mains. Hein. Le crayon était tenu à deux mains par l'architecte et par l'ingénieur. Et je trouve que là, il y a un intérêt chez l'ingénieur qui va au-delà du calcul, évidemment, qui est de créer, hein, tout simplement. Voilà. C'est une belle phrase, hein, j'ai bien terminé, Karen. Ah oui, c'est très beau. Attends, on a encore une question, mais c'est oui, madame, j'étais sûre. Enfin, oui, on se perd dans tes paroles, Robert. Bon, Harry, alors toujours Henri, alors Harry, pardon, des cours vers une construction optimale qui tend de plus en plus vers du vert. Alors, je crois comprendre la question. Donc, j'ai parlé de cours d'analyse de cycle de vie. Ce cours aborde les méthodologies fondamentales du calcul d'analyse de cycle de vie. C'est-à-dire qu'en fait, avec une formation de 3 heures, vous seriez capable de faire une petite ACV en prenant des données sur le site du centre scientifique du bâtiment, etc., etc. Alors, amalgamer des données, sortir un fichier Excel, un résultat, pof, vous auriez un bilan carbone. Bon, en fait, de savoir faire ça et devenir un peu plus pertinent sur l'ACV, il faut passer par un cours de 13 séances et c'est ce qu'on propose. Et à l'intérieur de ce cours, il y a des petits projets qui abordent le génie civil, c'est-à-dire que l'ACV étant une méthodologie très générale inventée pour l'industrie, elle est appliquée depuis quand même 15 ans ou 20 ans pour le bâtiment et les indicateurs environnementaux sont devenus pertinents et jusqu'à maintenant, je faisais un mini-projet au cours duquel les étudiants devaient prédimensionner un ouvrage dans un des matériaux, le béton par exemple, et ensuite proposer un plan B de ce même bâtiment construit avec un autre matériau principal, par exemple béton versus bois, béton versus métal, pourquoi pas carbone, enfin aucun étudiant n'a choisi carbone pour l'instant, et puis le résultat était de comparer les impacts environnementaux des deux solutions et de trouver des raisons à ces différences et d'agir sur les raisons pour essayer d'améliorer l'une ou l'autre solution. Voilà. Donc, du vert, oui, on en fait dans le master depuis au moins 5 ans et bon, je dois dire que les étudiants sont a priori peu sensibilisés à cette question et nous, contre vents et marées, on les initie parce que
on voit que dans les thèses professionnelles, de plus en plus, il est question de faire de l'ingénierie et de l'environnement en même temps. Et d'ailleurs, à Daniel, j'ai proposé qu'il aborde un peu des questions d'environnement avec les outils et l'expérience qu'il a eue de ces questions environnementales. Je sais par exemple que pour la passerelle de Nogent que tu as récemment supervisée, tu as traité, Daniel, de mesures compensatoires qui étaient liées aux impacts que tu créais en mettant une pile sur la rivière, la Marne. Oui, pour compléter ce que dit Robert, dans mon cursus, je me suis retrouvé à un moment donné maître d'ouvrage, c'est-à-dire je n'étais plus un concepteur de pont, mais pendant quelques années, j'ai assuré des fonctions de maîtrise d'ouvrage à la direction des routes Île-de-France, où j'ai eu à traiter de nombreuses enquêtes environnementales, de nombreux dossiers. Et donc, mardi dernier, je montrais aux étudiants de la promotion actuelle voilà, tous les problèmes, toutes les suggestions qui peuvent être mises à la conception d'un ouvrage du fait de l'avis d'une autorité environnementale, de l'avis de la police de l'eau. Voilà, les questions basiques, c'est est-ce que j'ai le droit de mettre une pile dans la rivière? Voilà, la réponse est non si c'est une petite rivière, oui si c'est une très grande. Enfin, voilà, je ne suis pas un expert dans l'environnement, mais au titre de mon poste de maître d'ouvrage à la direction des routes, j'ai eu de nombreuses expériences de contact avec ces contraintes environnementales. Et comme le disait Robert, voilà un exemple que je citais, mais que Robert a déjà cité. On a une pile dans la rivière qui va détruire une végétation qui pousse dans le lit de la rivière de la Marne. Qu'est-ce que propose la direction des routes comme mesure compensatoire? Et donc, on a fait une frayère à poissons pour compenser les quelques végétaux que nous avons détruits dans le lit de la rivière. Voilà. Donc effectivement, en France, on rigole pas avec l'environnement et quand on a un ouvrage à réaliser, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas d'espèces rares, qu'il n'y a pas, voilà, etc., etc. Donc il y a une enquête préalable. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à faire nos éoliennes aussi, parce qu'il y a des nécessités de faire des études sur les impacts environnementaux des fondations d'éoliennes, notamment en mer. Voilà. Donc effectivement, alors juste pour conclure la question sur le verre, c'est aussi pour ça que j'ai souhaité aborder les matériaux qui ne sont pas des matériaux d'ingénierie habituels, puisque vous voyez donc que vous passez du béton précontraint, du béton de haute performance à la terre crue, mais il y a une opportunité. Cette opportunité, c'est qu'à l'occasion des chantiers du Grand Paris, les excavations de millions de mètres cubes ont amené à excaver de la très bonne argile à bâtir. Et donc la ville de Paris, qui est un peu aux avant-gardes sur la question de, on va dire, pour vulgariser la ville de demain, s'intéresse aux solutions de matériaux à bas coût et à faible impact environnementaux pour construire. Et donc il y a au moins 2 projets en terre crue à Paris, à Vitry et à Paris. La terre ne sera pas porteuse, mais le mouvement est lancé et la terre crue, je pense, va devenir un matériau qui sera peut-être de niche, mais qui est un matériau nécessaire, parce que quand on l'a à ses pieds et qu'il est abondant, il suffit d'être un peu astucieux, être bon architecte, bon ingénieur, pour construire en utilisant une partie de cette matière qui est sur place, afin d'éviter des transports, des transformations, etc. Donc, nous, on n'est pas spécialiste, enfin, je traite la terre crue en recherche par ailleurs, mais dans la formation du GCE, nous n'allons pas devenir spécialistes de la terre crue, mais vous serez certainement sensibilisés au potentiel et au risque aussi de durabilité en relation avec l'usage de ce matériau. Écoutez, c'est très bien, ça, je pense que ça conclut cette séance et ce webinaire puisqu'on arrive à la fin. Donc, je tenais encore déjà à remercier toute l'audience. Merci à vous d'être venus, d'avoir écouté nos 2 chercheurs et professeurs. Et donc, un grand merci à Daniel et à Robert pour ce partage qui est toujours aussi intéressant à chaque fois que j'écoute Robert et puis ses collaborateurs.
Et donc, j'espère au plaisir de vous retrouver sur un autre webinaire ou dans le master spécialisé Génie civil européen. Merci à toutes et à tous. Merci. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.